comment se prépare cette campagne pour vous? Écoutez, elle se présente sous les meilleurs auspices, je dirais, parce qu'il y a un sondage qui est sorti effectivement aujourd'hui, vous le savez, qui nous donne donc en deuxième position au premier tour, avec un score de 24%, et au second tour 27%, soit plus du résultat obtenu en 2010 lors de ces élections régionales, c'est-à-dire qu'on doublerait le score. Je pense, quant à moi, que c'est un score qui est minimisé, sincèrement. Je crois qu'il y aura je pense que les résultats seront beaucoup plus serrés qu'on ne l'indique. Pour ma part, je vois ce qui se passe sur le terrain. Effectivement, il y a beaucoup de gens, on rencontre beaucoup de gens sur le terrain, bien entendu, et beaucoup sont déçus des politiques menées en alternance entre, bien sûr, les Républicains et la gauche, on va dire. Très déçus, pas de concret, rien de concret, rien n'avance et pas déçu de Marine Le Pen par rapport à ce qui s'est passé hier soir? Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que Marine Le Pen avait raison de ne pas assister, de ne pas être présente à cette émission. Pourquoi? Parce que, vous connaissez l'histoire, M. Sarkozy est entré en contact avec M. Cambadélis, lesquels ne pouvaient pas se voir il y a encore quelques semaines et quelques mois, ont trouvé le moyen de dire, de se rencontrer, de dire voilà, Marine Le Pen va avoir trop de temps accordé, il faut absolument en parler au CSA. Et voilà. Alors, ce qui s'est passé, ça a été tout simple. Je crois que très tard dans la soirée hier, on a demandé à Marine Le Pen d'accepter le fait qu'il y a encore d'autres intervenants, et au lieu de faire une émission de 2h30 environ, elle aurait duré 3h30. Bon, c'est largement... Philippe Loiseau, il se trouve que Marine Le Pen est quand même tête de liste dans le Nord-Pas-de-Calais, donc il était normal qu'on donne la parole à ses adversaires. Oui, non, mais tout à fait, c'est pas la question. C'est que vous savez très bien que d'abord on lui a dit que c'était à prendre ou à laisser. C'est pas des méthodes. On l'a prise pour un chien. Enfin, c'est lamentable. Les méthodes, c'est surtout les méthodes qui sont inacceptables de la part de M. Pujadas, qui était très incorrect. Pour revenir à la campagne, Philippe Loiseau, rassurez-nous, vous êtes bien candidat, parce qu'on a l'impression que les candidats du Front National, qui se disent proches des gens, on ne les voit pas sur le terrain. Vous laissez Marine Le Pen faire la campagne, et vous attendez que ça tombe tout cru le 6 décembre. Mais non, pas du tout. On est allé sur le terrain à de nombreuses reprises. Je suis allé à Tours il y a quelques jours, 8 jours, lors d'un salon, notamment des inventeurs. Bref, je suis allé aux artisanales de Chartres. Je vais dimanche prochain à Romorantin, lors d'un salon de la gastronomie, par exemple. Oui, mais vous ne faites pas de meeting. Si, attendez, là on entre en campagne, je veux dire, c'est pas... Rien ne sert de courir, il faut partir à point, je dirais. Vous savez que, malheureusement, peu de gens, finalement, sont au courant qu'il y a une élection, c'est bien dommage, lors des 6 et 13 décembre prochains, des élections régionales. C'est vrai que c'est assez loin de la population, parce que, bon, d'abord, ils ne sont pas encore au courant. Les gens ne s'intéressent pas à la politique. Je pense qu'il y a d'abord une grosse déception de la part des Français qui sont extrêmement déçus des politiques menées en alternance, je vous l'ai dit, avec les Républicains et la gauche aujourd'hui, finalement, qui n'améliorent pas leur quotidien, tout simplement. Vous ne vous mettez pas dedans? Si. Non, mais il y a eu d'abord un temps de préparation. Il vaut mieux être bien préparé pour démarrer et entamer une campagne. Bon, c'est dans quand même 5 ou 6 semaines le premier tour. Donc, effectivement, ça va commencer à démarrer. Nous, ça fait un moment qu'on y pense et qu'on se prépare. Et je crois que maintenant, ça y est, on est prêt, on est sur le terrain et de manière active. Philippe Loiseau, comment vous situez, vous, dans le Dallas de Saint-Cloud, au sein de la famille Le Pen et de ses aventures? Vous êtes plutôt du côté de Jean-Marie, plutôt du côté de Marine, avec qui vous siégez au Parlement européen? Bon, c'est vous qui employez le terme de Dallas. Oui, c'est moi. Voilà, donc ça, c'est une histoire dont les journalistes raffolent. Ils aiment bien les cancans, les histoires sans intérêt en fait. Ça intéresse peu les Français. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les sondages. Aujourd'hui, on donne Marine à 46%. Au second tour, gagnante dans ces élections du Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Donc vous voyez bien que c'est une preuve d'un désintéressement total de la population française à l'égard des cancans dont tout le monde se moque. C'est pas ça la priorité. Ce que les Français attendent, c'est pas les histoires entre Marine et son papa. C'est simplement leurs problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Problèmes de chômage, d'insécurité, de logement, j'en passe. Mais voilà, l'austérité qui se met en place dans notre pays et dans toute l'Europe. Voilà, il y a un dégoût des Français pour la politique qui est menée aujourd'hui, tout simplement. Sauf que ça se traduit quand même sur le terrain, puisqu'on a vu les problèmes qu'il y a eu à la Fédération du Loiret, où effectivement il y a eu deux personnes écartées, 2 élus du conseil municipal, M. de Bellabre et la conseillère municipale. Non, ils n'ont pas été écartés. Ce sont eux qui ont décidé d'abandonner pour des raisons... X, des raisons personnelles. Vous savez très bien que ça, je dirais que c'est la rançon du succès. Aujourd'hui, le Front monte en puissance. Il est à la veille de prendre le pouvoir en France, à la veille de prendre des régions,
lors de ces élections du mois de décembre. Et bien sûr, il y a une embellie qui se met en place et aussi des gens qui souhaitent, et certains d'ailleurs le méritent, mais qui n'auront pas la possibilité d'être en position éligible parce qu'aujourd'hui, le problème du front, c'est un paradoxe, mais on a trop, je dirais, c'est une bonne chose quelque part d'avoir trop de candidats, mais il y a un problème au niveau des places éligibles. Et vous savez comment ça se passe, c'est humain. Bien sûr, il y a des gens qui pourraient prétendre à être en position éligible et être de bons élus. Malheureusement, il y a un choix à faire et c'est la Commission nationale d'investiture qui en décide. Et malheureusement, il y a des gens qui vont rester effectivement un petit peu à l'écart des places éligibles. Mais c'est une histoire de personne, il n'y a rien de grave. Néanmoins, le fait que Bernard Chauvet ait été écarté, c'est quand même la querelle des anciens et des modernes. Non. D'abord, Bernard Chauvet, qui est un ami que je connais bien, lui a décidé d'arrêter. Ça fait déjà 2 ans qu'il souhaitait arrêter. Bon, alors après, les méthodes... Non, mais vous savez, les histoires de personnes, ça peut arriver dans toutes les familles, qu'elles soient politiques ou pas d'ailleurs. Donc il n'y a rien de méchant, rien de grave, c'est du passé, je dirais. Comme Philippe Vigier, le candidat de la droite, de l'UDI et du Parti républicain, vous avez quitté la région il y a maintenant combien, 1 an et demi pour aller au Parlement européen. Oui, parce que qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes élu? Parce que c'est le peuple qui a décidé de m'envoyer au Parlement européen dans cette grande région centre Limousin-Verne. Vous savez qu'il y avait 5 élus, dont 2 élus frontistes. Donc effectivement, je fais partie de ces 2 élus qui ont eu la chance d'être élus et j'en remercie d'ailleurs au passage les électeurs puisque ça nous permet d'avoir un œil de clairvoyance sur ce qui se passe au Parlement européen et des lois d'ailleurs qui sont votées au Parlement et qui concernent la vie au quotidien des Français. Ça, c'est extrêmement important. Et pour ma partie, vous le savez, je m'occupe donc de tout. Je suis à la commission donc agriculture et développement durable. Et ça tombe bien parce que la région centre est, comme vous le savez, une région très agricole. Vous n'avez pas répondu à la question de Tristan. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes élu? Qu'est-ce que je vais faire si je vais être élu? Est-ce que vous gardez votre poste? Alors, malheureusement, je vais donc être obligé, parce que je serai confronté effectivement au cumul de mandats. Donc, j'abandonnerai mon mandat d'élu conseiller municipal à Lucé et celui qui est le mandat communautaire à Chartres. Voilà, parce qu'en fait, il y a un lien, il faut le savoir, entre je dirais, le Parlement européen et la région, puisque pour ma part, qui est la partie agricole, entre autres, et rurale, c'est qu'il y a des fonds européens qui vont donc être alloués aux régions directement, et non plus directement aux États, comme c'était le cas auparavant. Donc il y a un intérêt fort et qui se comprend, qui est logique d'avoir ces postes. Juste une question sur le Parlement européen, parce que vous venez de dire que vous allez y rester et faire un petit peu le lien entre la région et le Parlement, puisque les fonds européens maintenant vont être gérés par la région. Vous ne rendez pas compte, comme les autres députés européens, de votre mandat souvent en région centre. Vous avez quand même été élu par la grande région. Et quand j'envoie des communiqués, je le regrette d'ailleurs, ils ne passent pas. Et ça, c'est un blocage que je regrette. Non, justement, en plus de ça, j'ai des fonctions de plus en plus importantes, puisque Marine Le Pen m'a demandé d'être le coordinateur du groupe à la Commission agriculture et développement rural. Ça veut dire que j'ai en charge de relever tous les dossiers importants. C'est une charge lourde, c'est vrai, mais qui m'intéresse et qui me passionne, parce que mon devoir, c'est aussi d'annoncer et de présenter le programme qui est prévu par le Parlement et de dénoncer aussi ce qui ne va pas. Il y a des choses qui vont, mais beaucoup de choses qui ne vont pas. Et on peut parler également du traité transatlantique qui va tomber en 2016 et qui va être un danger énorme pour nos agriculteurs et notre ruralité. Vous avez le même discours que les écologistes d'ailleurs sur ce traité. C'est assez raisons, quand même. Pour des raisons différentes. Nous, on combat cette politique ultralibérale dont la France finalement est dépendante, puisque en réalité nous ne sommes plus maîtres de nos lois chez nous, puisque les lois, pour 80% d'entre elles, sont dictées au Parlement européen, et c'est un devoir pour nous d'en discuter, d'en parler à nos concitoyens. Ça me semble une évidence. Et donc ça sera une occasion supplémentaire qui me sera donnée pour justement en parler lors de cet hémicycle régional qui est en lien avec cette ruralité. Je voudrais que vous m'éclairiez un petit peu. D'un côté, vous parlez du Parlement européen comme quelque chose d'important. Et d'un autre côté, on entend Marine Le Pen nous dire on ne veut plus de Schengen, on va refermer nos frontières. Vous êtes où, là? Non. Vous savez très bien que cette Union européenne des 28 pays, donc ces fameux 28 pays, sont les seuls au monde à avoir des frontières internes. Les seuls pays. Tous les autres pays du monde sont des pays souverains, avec une monnaie et une indépendance, une souveraineté totale. Donc c'est ce que nous réclamons, parce que nous ne sommes plus dépendants, plus maîtres de notre avenir dans le cadre de cette Union européenne. Vous voyez bien que chaque année, depuis 22 ans, la France donne plus de 20 milliards d'euros. Cette année, enfin l'an dernier, 21 milliards d'euros. Bruxelles nous redonne 13 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il y a un différentiel d'environ 8 milliards. Ça suffit, ça fait 22 ans que ça dure, que l'on construit cette Europe. Et quel est l'intérêt de la France dans ce cadre de cette Union européenne? Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'Europe, puisqu'on a une autre vision de l'Europe, une Europe des nations. Et là, on combat
cette Europe ultralibérale, finalement, qui détruit nos emplois, qui délocalise nos emplois, qui est dramatique pour notre agriculture aussi et notre ruralité. Voilà, et résultat, la vie au quotidien des Français en découle, je veux dire. Cette différence, c'est la solidarité entre les pays riches comme la France oui, et l'Allemagne et les pays pauvres comme la Grèce. Non, mais rien ça n'empêche paraît pas scandaleux. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, à un moment donné, ce sont toujours les mêmes qui payent et qui aident. Non, mais c'est bien au départ, mais je veux dire, si ça dure tout le temps, et en plus cette Union européenne ne cesse de s'accroître, bientôt la Turquie, vous savez que Bruxelles, enfin les élus ont signé, pas nous, on s'est opposé à un système une préadhésion de la Turquie dans le cadre de l'Union européenne. Une préadhésion de la Turquie dans l'Union européenne. Bon, c'est quand même... c'est quand même une bonne manière non, aussi à cause des réfugiés, vous le savez. Alors, vous savez que oui, non mais attendez. Non mais je veux dire, on n'en finit plus. Où s'arrête l'Europe ? On parle de l'Algérie, de la Tunisie, etc. L'Afrique, maintenant, va faire partie de l'Union européenne. C'est un non-sens. Le fait qu'il y ait des fonds européens non consommés à la région centre, je n'ai pas le chiffre en tête, mais vous l'avez peut-être, ce sera une de vos priorités. Les fonds européens. Oui, qui sont non consommés. Eh ben parce que ça, c'est aussi un truc qu'il faut dénoncer, effectivement. Je pense que cette manne qui est... En fait, c'est ridicule, tout ce principe, puisque c'est notre argent que l'on donne à l'Europe et qui ne revient que partiellement. Oui. Donc c'est pour ça que nous, on dit ça suffit. Il faut une Europe des nations. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'Europe, je vous l'ai dit à l'instant. Au contraire, on est pour une Europe des nations, avec chacun sa souveraineté. Et ça permet, en cas de crise notamment, de pouvoir dévaluer sa monnaie. Vous savez très bien qu'avec l'euro, on ne peut pas, c'est interdit. Philippe Loiseau, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'agriculture, mais pas l'agriculture européenne, l'agriculture en région. Comment se porte l'agriculture en région ? Alors, elle souffre énormément. Et vous savez que nos concitoyens de la ruralité sont les oubliés de la France, sont les oubliés en fait. Ça ne veut pas dire que les citadins ils le sont également, bien sûr, pour un bon nombre d'entre eux. Alors justement, cette agriculture française et régionale dont nous dépendons est une catastrophe. Vous le voyez bien, les producteurs de lait, on vient de leur supprimer les quotas laitiers, il n'y a plus de régulation, alors qu'ils en sont demandeurs. Aujourd'hui, on assiste à une chute des cours et une baisse de revenus énorme. Pour certains, d'ailleurs, c'est la fin, c'est la ruine, je dirais que c'est ça. Au niveau des céréaliers que l'on stigmatise depuis longtemps, eux aussi sont dans une situation très délicate, puisqu'en fait, le prix de vente aujourd'hui des céréales est en dessous du coût de production. Donc ce sont encore des déficits annoncés. Il y a eu le cas en 2009, en 2014 et encore en 2015. C'est dramatique. Et je ne parle pas du traité transatlantique. Non, moi je parle de la région centre. Qu'est-ce que vous, concrètement, vous allez mettre en place ou proposer ? Oui, alors justement, le problème de cette Union européenne, c'est contre ça qu'on se bat d'ailleurs, répartir les FEADER, ces fameux fonds européens destinés à l'agriculture, dans chacune des 13 régions. Vous savez qu'il y a une grosse différence entre chacune des régions, et il y aura donc des disparités énormes, je pense, et c'est à craindre dans la répartition de ces aides. Donc moi, je serai là pour défendre cette région centre, qui est une région très rurale et très agricole, pour que les fonds européens, notre argent, autrement dit, revienne la manière la plus importante possible dans l'intérêt et pour aider nos agriculteurs qui souffrent aujourd'hui. Vraiment. Oui, est-ce que l'aide accordée par la région centre en urgence aux agriculteurs vous paraît suffisante ? Est-ce que vous l'auriez voté ? Est-ce que vous auriez demandé plus ? On aurait voté forcément une aide, mais on aurait souhaité beaucoup plus. C'est insignifiant. Je veux dire, c'est complètement ridicule de se livrer à cette Union européenne qui en fait abandonne notre agriculture. Dans les échanges intercommunautaires mondiaux, on va dire, on a bradé notre agriculture et on le voit là très clairement dans ce qui va nous tomber dessus d'ici quelques mois en 2016 avec ce traité transatlantique. Vous savez, ces échanges commerciaux entre l'Europe et les États-Unis. C'est un danger énorme. Pourquoi ? Tout simplement parce que les normes, vous savez qu'en France, les agriculteurs sont des producteurs de qualité qui produisent des produits de qualité. Ils sont très compétents en la matière, quels que soient les produits d'ailleurs. Bon, aujourd'hui, les Américains qui n'ont rien à faire en fait des normes, qui se moquent éperdument de la traçabilité, de l'étiquetage, pour eux c'est pas un problème. Pour nous, c'en est un. On a des réglementations très strictes, drastiques à ce niveau. Et lors de cet échange... Non mais attendez, ce qui va se passer, c'est que je pense aux producteurs de viande notamment. Vous savez qu'on mange de la bonne viande en France. Et bien avec ce qui nous attend, si ce traité est signé en 2016, la viande bovine, du bœuf lavé, du bœuf aux hormones, va arriver, débarquer dans nos assiettes. Et bien sûr, là, c'est la ruine assurée des producteurs de viande. Autrement dit, si ce traité est signé, la viande française de qualité, de très bonne qualité, disparaîtra, et les agriculteurs avec.
Voilà, même chose pour les autres productions. Philippe Loiseau, vous êtes un élu vous étiez, puisque vous allez démissionner de l'UC, vous êtes un élu d'Eure-et-Loir. Oui. Quelle était votre position sur la grande région, sur les mariages que la région pouvait faire avec Poitou-Charentes, avec Limousin? Vous êtes plutôt attiré vers l'Île-de-France, du côté de Chartres, non? Non, pas du tout. Non. D'abord, cette histoire de grande région, il faut savoir que la France et l'Allemagne, ce sont les 2 pays européens qui avaient déjà à la base les plus grandes régions de France. Aujourd'hui, on passe de 22 régions à 13. Moi, ce découpage, je crois que c'est un manque de cohérence. Vous avez ce principe de millefeuille. Les gens, en fait, avec ces strates superposées, les gens ne comprennent plus. Ils sont très éloignés, de plus en plus éloignés. Quand vous voyez, par exemple, que le Gard va être rattaché à Toulouse. À Toulouse, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? La Creuse, les élus de la Creuse vont être attachés à Bordeaux. Mais où est la cohérence dans tout ça? Donc en fait, les Français vont être encore de plus en plus éloignés. Donc il va y avoir une déperdition d'informations et de finances également. Donc c'est une bonne chose que la région centre reste toute seule finalement. Je pense que d'abord c'est déjà une grande région et il n'y avait pas d'utilité à agrandir ces régions. C'est un non-sens. En fait, la démocratie c'est synonyme de proximité. Aujourd'hui, quand un habitant d'un village ou d'une ville a besoin de renseignements, il va voir son maire dans un village. Là, qui va-t-il voir? Comment va-t-on faire dans ces grandes régions? La personne qui habite le Gard va aller à Toulouse pour avoir des informations, non, il n'ira pas. Donc voilà, c'est un manque de démocratie en fait, un manque de proximité grave. La proximité, est-ce que vous la défendez? Vous n'avez pas de siège de campagne, pourquoi? Pour une raison tout simplement de finances. C'est de l'argent. On a déjà des locaux qui nous servent en fait. Voilà. C'est dans un souci d'économie. Voilà, tout simplement. Parce que vous le savez très bien, les campagnes sont financées par les contribuables. Or, nous, partons du principe qu'il n'est pas utile d'en rajouter. Ça suffit. On est en période de crise, c'est pas utile d'en rajouter, de faire des dépenses supplémentaires qui sont, entre nous, pas très utiles. Vous faites passer votre message? Tout simplement en étant le maximum sur le terrain, le maximum du temps, en étant présent dans vos studios. Et RCF. Chez RCF notamment, bien sûr, c'est l'occasion qui nous en est donnée d'en parler. Et voilà, donc c'est comme ça que nous faisons, que nous opérons. Pour parler finances, vous qui êtes à Bruxelles et à Strasbourg, le FN est financé par l'argent des assistants parlementaires, j'ai entendu parler de ça. Non, ça c'est tout à fait faux d'ailleurs, non, c'est bidon. Oui. C'est bidon. Il y a une enquête là-dessus quand même. Oui, il y a une enquête, mais l'enquête elle est toujours en enquête et il n'y a rien de défini là-dessus. Je reste sur Chartres, puisque c'est votre fief. La construction de la ligne Orléans-Chartres qui avance à l'allure d'un tortillard, quand même, depuis les années 90, vous y êtes favorable quand même? Écoutez, il faut être très clair. Au départ, non, on était contre parce que c'est un projet avec un coût pharaonique, je veux dire. C'est quelque chose de... Bon, au départ, il était prévu 250 millions d'euros de dépenses pour cette ligne Chartres-Orléans, en passant par Voves. Là, elle s'arrête à Berchères-les-Pierres, il y a quelques kilomètres. Nous étions contre, parce que la dépense est trop importante. Nous souhaitions, nous plutôt, l'élargissement à 2 fois 2 voies de la RN 154 pour rallier Orléans. Aujourd'hui, je veux dire, cette dépense énorme va servir à des jeunes étudiants qui partiront. C'est très bien, mais je veux dire, le coût est trop important pour le peu d'utilisateurs. À Saint-Quentin-en-Yvelines? Pardon? Vous préférez qu'ils aillent faire leurs études en Île-de-France? Non, mais il y a le covoiturage qui existe, un service de cars régionaux. Voilà, je pense qu'il faut plutôt accentuer. Alors, maintenant que cette voie est faite, et puis que c'est difficile de faire marche arrière, je pense qu'elle peut aussi utiliser non seulement les quelques utilisateurs, bien sûr, mais peut-être l'utiliser pour du fret. Ça serait bien au niveau du carbone, par exemple, qui est dépensé, au niveau de l'écologie également, mais au niveau du côté pratique des choses. Et vous parliez aussi l'axe de la 154. Voilà, vous parliez de la 154. Quelle est votre position sur sa transformation en autoroute? Écoutez, moi nous sommes très opposés depuis le début d'ailleurs. Je veux dire, là je suis vraiment concerné parce que j'habite tout proche de Chartres, à 10 km, entre Chartres et Dreux. Bon. Qui va payer? Je veux dire, on a déjà fait payer les habitants de cette région par le biais de la TTIP, vous savez, la taxe sur les produits pétroliers. On va les faire payer une deuxième fois avec le péage? Non, mais il faut arrêter de prendre des gens pour des vaches à lait. C'est scandaleux, c'est inadmissible. Moi, je suis très opposé. En plus, sachez que la personne qui va habiter pas très loin de la 154, je vais parler du Tremblay, par exemple, le village Tremblay-les-Villages, ils vont être obligés de revenir sur Chartres. Donc, ils vont faire une perte de temps, d'argent, pour reprendre, parce que certains disent que ça sera gratuit. Mais comment? Ça n'existe nulle part en France.
Nulle part. Donc il y a fort à parier que les gens utilisent la voie annexe, qui était l'ancienne voie d'ailleurs pour aller à Dreux, et qui va être engorgée à nouveau. Non, c'est ridicule, c'est même inadmissible. Il y a actuellement une polémique au Conseil régional sur les associations et notamment sur Capasso. J'observe que dans les commissions permanentes, vos amis du Front National n'ont pas voté les subventions à certaines associations que vous accusez de faire de l'humanitaire ou de s'adresser à l'étranger. Alors ça, c'est le cas de la coopération décentralisée. Voilà. C'est plus le Capasso, c'est la coopération. Pourquoi ? Parce que c'est avec la Mauritanie, ça vous gêne ? Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas le rôle de la région. L'argent de la région doit être redistribué dans la région. C'est pas du rôle de la région, c'est du rôle de l'État. Vous savez, lorsqu'il y a eu le tsunami au Japon, la France a déboursé 100 millions d'aides. C'est bien, pourquoi pas, mais ça, c'est du rôle de l'État. Et la région, par le biais de M. Bonneau, en a donné 1 million d'euros. Mais ce n'est pas le rôle de la région, c'est pour aider les habitants de cette région. Vous ne croyez pas qu'il y a assez de problèmes dans notre région de paupérisation? Enfin, la paupérisation de la région, elle existe. Donc il faut aider d'abord les habitants de la région. C'est à ça que sert le budget de la région. Et rien d'autre. S'agissant de l'abstention, justement, sur d'autres votes en ce qui concerne les assos. Le problème du Capasso et de ces associations, c'est que tout est à voter en bloc. Nous, ce que l'on demande, c'est un vote séparé. Toutes les associations ne sont pas mauvaises, loin s'en faut. Bien entendu, mais moi, si je suis président de la région, je peux vous dire que ça sera des votes séparés. Parce qu'on ne peut pas aller tout voter un bloc, c'est pas vrai. Il y a des associations qui méritent vraiment, et d'autres beaucoup moins. Parce qu'elles sont subventionnées quasiment à 100%. Il faut arrêter, quoi. C'est de l'assistanat, ça. Vous ferez le choix comment ? Un choix idéologique ? Eh bien, en ayant tous les documents... Non, pas du tout. En ayant les documents en main, je veux dire, il y a des associations qui sont d'une importance réelle. Il y a des besoins locaux dans le domaine du social, dans le domaine du sport, et dans tous les domaines d'ailleurs. Et ça ne veut pas dire qu'on sectarise. Oui, on n'est pas sectaire dans ce domaine du tout, du tout. Moi, par exemple, je suis très, très attaché au sport, je vais vous dire, très attaché au sport. Voilà, j'ai même donné, à titre personnel, une aide à un club sportif dans l'agglomération chartraine de ma poche parce que je ressens cette utilité, ce besoin chez les jeunes. Je préfère voir des jeunes sur un stade ou dans une salle de sport que de les voir dans la rue faire des bêtises, quoi, si vous voulez. Donc Philippe Vigier est donné favori de cette élection. Qu'est-ce que vous pensez de Philippe Vigier, puisque c'est un voisin presque c'est quelqu'un que je connais bien, c'est un monsieur sympathique, mais qui a une vision, c'est un ultralibéral, un coup à droite, un coup à gauche, c'est pas plutôt à droite je dirais, mais entre guillemets ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui le débat c'est pas un débat droite-gauche, et vous le savez bien, c'est un débat de souverainistes et entre des souverainistes contre les pro-européens. Voilà, on n'en est plus à ce titre-là maintenant. Donc il n'y a plus de différence aujourd'hui entre la gauche et la droite. Donc je ne vois pas de différence entre M. Vigier et M. Bonneau. Ils appliquent la même politique. Oui. D'ailleurs c'est simple, les républicains, UDI, Modem votent en gros 98% des projets de la gauche. Il faut arrêter de se moquer du monde. Donc il n'y a pas de différence entre les deux. C'est lui qui va gouverner ou c'est les Républicains par l'intermédiaire de Guillaume Pelletier? J'en sais rien, ça ne changera rien de toute façon. Pour vous, ça ne change rien. Il n'est pas plus... Non, que ce soit, je veux dire, sincèrement, moi, que ce soit M. Vigier ou M. Bonneau, je ne vois pas ce qui va changer. Oui. Franchement pas. Je parlais de Guillaume Pelletier. Finalement, il vient ratisser sur vos terres. Mais Guillaume Pelletier, je crois que c'est une arnaque depuis le début. On a présenté... C'est un ancien de chez vous. Oui, il était partout. Il a fait 6 partis politiques. Oui, donc il vadrouille beaucoup, monsieur. C'est un voyageur. Voilà, il est jeune. Je le connais, il était au MPF, je l'ai rencontré à l'époque, je le connais un peu. Voilà, mais c'est un monsieur qui vadrouille beaucoup et qui n'a pas d'idée bien précise de la politique, il est instable. Voilà. Un petit mot, j'aimerais bien sur le tourisme. Comment vous voyez le tourisme en région? Vous avez 1 minute pour répondre. Oui, alors écoutez, le tourisme est très axé sur l'axe ligérien, vous savez, sur les bords de Loire. Moi, je trouve dommage, puisque la région centre, c'est ça qui est un peu terrible, c'est qu'elle a un manque de cohérence. En fait, vous avez le Berry, la Touraine, la Sologne, la Beauce, le Perche. Moi, j'aimerais bien que dans chaque pays, dans chaque pays régionaux, que chacun ait sa spécificité et qu'on puisse aider le tourisme dans chacune de ces 5 ou 6 pays, on va dire, de la région centre. Pourquoi pas aider les agriculteurs dans le cadre du pays vert, notamment à faire des visites très spécialisées de manière à ce que, et très locales, de manière à faire connaître ces régions, ces secteurs. Je crois qu'on en a besoin. Il n'y a pas que l'axe ligérien dont on doit s'occuper, c'est très bien, mais je crois qu'il faut s'occuper de tous les secteurs de la région.